Et si tout ce qu'on croyait savoir sur la démocratie, eh bien si tout ça n'était qu'une façade? C'est un peu la question choc que pose Stéphane Geyers dans son essai L'illusion démocratique moderne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces arguments un par un. D'entrée de jeu, cette citation de Bertrand de Jouvenel, elle met les pieds dans le plat. Pensez-y, quand on cherche la liberté, on nous tend notre bulletin de vote. L'idée, c'est que ce symbole qu'on croit absolu pourrait bien être un trompe-l'œil. Et c'est vraiment de là que part toute la réflexion de Geyers. Alors, comment est-ce qu'il en arrive à une conclusion aussi radicale? Eh bien, son raisonnement se déroule en 5 temps. On va regarder ça ensemble. D'abord, l'illusion démocratique, puis le mythe de la nation, le déséquilibre des pouvoirs, la contradiction de la Constitution et, pour finir, la faille dans le vote. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et attention, ça risque de secouer un peu les certitudes. L'auteur ne mâche pas ses mots. Pour lui, la démocratie n'est pas juste imparfaite, c'est carrément une illusion. Voyons ce qu'il entend par là. Voilà sa thèse principale, noir sur blanc. C'est un renversement complet de ce qu'on apprend d'habitude. Les institutions qu'on voit comme des boucliers pour notre liberté, eh bien selon lui, ce sont en fait les chaînes qui nous asservissent. C'est une idée assez vertigineuse, il faut bien l'avouer. Pour étayer son idée, il commence par s'attaquer à la base de la base, le concept même de nation. Ça nous paraît évident, la nation, non? Eh bien pour lui, ce socle est tout sauf solide. C'est même plutôt du sable mouvant. Du coup, la question qu'il pose est toute simple en apparence. Mais c'est quoi au juste la nation? Essayez de définir ça précisément. C'est pas si simple. Et la question est cruciale, parce que si on ne sait pas qui est cet acteur, la nation, comment est-ce que des lois pourraient être faites légitimement en son nom? Et là, il déroule les possibilités. Est-ce que ce sont tous les citoyens, y compris ceux qui vivent à l'autre bout du monde, ou juste ceux qui habitent sur le territoire? Et ceux qui votent à l'étranger, on en fait quoi? Peut-être que c'est juste un sentiment d'appartenance? Bref, on le voit bien, chaque tentative de définition a ses limites, ses exceptions. Il n'y a pas de réponse claire et nette. Et voilà où il veut en venir. Si le concept de nation est si flou, si insaisissable, alors tout l'édifice de la souveraineté nationale commence à trembler. Forcément, des décisions prises au nom d'une entité qu'on ne peut pas définir, eh bien pour Geyers, elles sont tout simplement vides de sens. Ok, donc la base, la nation, est fragile. Maintenant, passons à l'étage du dessus, la structure même du pouvoir. On parle bien sûr de la fameuse séparation des pouvoirs. Mais est-ce que cette séparation est bien réelle, ou est-ce que c'est, là aussi, une illusion? Sur le papier, le principe est magnifique. C'est l'héritage de Montesquieu. On a 3 pouvoirs distincts, celui qui fait les lois, celui qui les applique et celui qui juge. Ils sont censés s'équilibrer, se surveiller. Mais dans la réalité, nous dit l'auteur, cet équilibre n'existe pas, c'est une fiction. En pratique, il y en a un qui a tout simplement absorbé les autres. Et pour prouver ce déséquilibre, il propose de suivre une piste toute simple, mais diablement efficace. La piste de l'argent. Le fameux « follow the money ». Parce que c'est là, selon lui, que se cache le vrai pouvoir. Regardez le mécanisme, c'est assez limpide. L'exécutif, le gouvernement, c'est lui qui collecte les impôts. C'est donc lui qui gère le budget de l'État. Et les 2 autres pouvoirs, le législatif et le judiciaire, eh bien ils dépendent de ce budget pour exister, pour payer leurs fonctionnaires, leurs locaux. La conclusion s'impose d'elle-même, celui qui contrôle le portefeuille contrôle le jeu. Ce qui nous mène, selon l'auteur, à un système où l'exécutif n'est plus du tout un pouvoir parmi d'autres, il est au-dessus. Comme il le dit lui-même, le législatif est à la botte de l'exécutif. C'est une formule très forte. Il parle d'un régime super-présidentiel où en réalité un seul pouvoir domine tous les autres. Bon, après la nation et la séparation des pouvoirs, on monte encore d'un cran. On s'attaque maintenant au texte sacré, au document fondateur, la Constitution. Et vous vous en doutez, là aussi, il y voit un problème, et pas un petit. La Constitution, en théorie, c'est le Graal. C'est le texte suprême qui est censé organiser le pouvoir et protéger nos droits. Le pilier de l'état de droit. Sauf que, pour Geyers, ce texte est vicié dès le départ. Il porterait en lui une contradiction insurmontable. C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. D'un côté, la Constitution dit qu'il aura 3 pouvoirs, et ils doivent être indépendants. Très bien. Mais de l'autre, comment est-ce qu'elle leur donne les moyens concrets de cette indépendance? Est-ce qu'on imagine la justice lever ses propres impôts pour être vraiment autonome? Bien sûr que non. Du coup, pour l'auteur, cette indépendance est un vœu pieux, impossible à réaliser par la nature même du document qui la proclame. Et ce n'est pas tout. Il va plus loin en questionnant la légitimité même du texte. Ce fameux contrat social, est-ce qu'on l'a signé un jour? Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Non, bien sûr. C'est un texte qui nous est imposé par une petite élite, souvent après une révolution, et qui se transmet de génération en génération. Pour lui, ce n'est pas un contrat, c'est un héritage forcé. On arrive au dernier acte de la déconstruction. Et c'est sans doute le plus sensible, parce qu'il touche à quelque chose de très personnel, le vote.
Le vote, c'est notre droit, notre devoir, le symbole de notre citoyenneté. Mais si, comme le prétend l'auteur, c'était en fait la plus grande des illusions. L'idée est à la fois simple et dévastatrice. La liberté, ça ne se délègue pas. Au moment où on met un bulletin dans l'urne pour choisir un représentant, on ne fait pas un acte de liberté, on fait un acte d'abandon. On lui transfère notre pouvoir et donc, on s'en sépare. Pour illustrer ça, il fait une comparaison assez brutale entre le monde de l'entreprise et la politique. En affaires, si on délègue un pouvoir à quelqu'un, c'est pour en retirer un profit. C'est un échange gagnant-gagnant. En politique, dit-il, quel est l'échange? On donne notre vote, notre pouvoir, et en retour, on nous prend notre argent avec les impôts. Vu comme ça, c'est vrai que ça ressemble à un marché de dupes. Et cette logique expliquerait, toujours selon Geyers, pourquoi le monde politique devient une sorte de business très rentable, mais pour ceux qui y participent. Un système où l'on est bien payé pour faire des promesses qu'on n'est jamais vraiment obligé de tenir. Pas étonnant, conclut-il, que ceux qui y entrent aient du mal à en sortir. Et voilà, le tableau est complet. Après avoir démonté un par un tous ces piliers, la nation, les pouvoirs, la constitution, le vote, une question reste en suspens. Énorme. Si tout ça n'est qu'une illusion, alors c'est quoi la liberté? C'est quoi la vraie liberté? L'auteur ne nous donne pas la réponse sur un plateau, mais il nous laisse avec cette question. Et c'est peut-être ça le plus important.